La Chine et la Russie se vantent d'un partenariat stratégique sans limite. Mais sous la surface, la Chine se positionne discrètement pour prendre ce qu'elle veut vraiment, la Sibérie. Alors que Poutine s'accroche à cette alliance instable, espérant plus de soutien dans sa guerre, le véritable objectif de la Chine est d'affaiblir la Russie et de récupérer les vastes terres riches en ressources de l'extrême-orient russe. Avec une population en baisse et une économie affaiblie par la guerre, la Russie est vulnérable, ce que la Chine sait. La Sibérie, avec ses ressources inexploitées, et sa valeur stratégique, est l'enjeu réel. Pour Xi Jinping, il ne s'agit pas seulement d'un avantage économique, mais de réaliser la vision à long terme de la Chine en tant que puissance mondiale, la grande réjuvénation. Jusqu'où ira la Chine ? Pour déballer cela, nous devons d'abord regarder ce que signifie vraiment la grande réjuvénation, et pourquoi la Sibérie est centrale à ce plan ambitieux. Comme Poutine, Xi est un leader revanchiste. La période de faiblesse de la Chine, au 19e et au début du 20e siècle, le hante autant que la chute de l'Union soviétique hante Poutine. Pendant cette période, la Chine a perdu une grande partie de son prestige et de son territoire, y compris des zones qui font maintenant partie de la Russie. Comment cela s'est-il passé ? La Russie a entamé son expansion vers l'Est au XVIe siècle. Sa longue occupation par les Mongols à l'époque médiévale l'a hantée encore, et elle souhaitait obtenir des frontières appropriées pour empêcher qu'un tel événement ne se reproduise. En se dirigeant vers l'Est, elle a finalement rencontré la dynastie Qing, qui détenait des terres en Sibérie, y compris l'actuel Vladivostok, qui s'appelait alors Haï-Shenwai. L'expansion russe vers le fleuve Amour a finalement conduit à une série de sièges d'une forteresse appelée Albazino, en 1686 et 1687. Les Qing ont remporté ces batailles, menant au traité de Nechinsk de 1689. Cet accord garantissait les terres de la haute vallée de l'Amour à la Chine, contenant l'expansion de la Russie en Extrême-Orient. Cependant, le traité a été rédigé en latin, et traduit séparément en russe et en mandchou, ce qui a entraîné des incohérences et des frontières ambiguës. Le traité a néanmoins tenu jusqu'à la fin des années 1850. À cette époque, la situation avait changé, et la dynastie Qing s'était grandement affaiblie. En 1858, l'Empire russe a imposé le traité d'Egun à la Qing. Il a cédé à la Russie les terres au nord de la rivière Emur en échange de Nechinsk. 2 ans après, à la Convention de Pékin, la Russie a annexé le reste de la Mandchourie extérieure, dont Vladivostok, privant la Chine d'un accès à la mer du Japon. Le Parti communiste chinois et Xi ont fréquemment dénoncé les traités inégaux imposés à la Chine lors de son déclin sous les Qing. Il a utilisé ces traités inégaux et ce traitement injuste comme base pour des revendications territoriales expansives, notamment avec Taïwan. La dynastie Qing a autrefois régné sur cette île, mais a été contrainte de la céder au Japon après sa défaite lors de la première guerre sino-japonaise. Elle a été rendue à la République de Chine après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, mais la République populaire n'a jamais régné dessus. Le nouveau président de Taïwan, Lai Ching-te, a abordé ce sujet lors d'une récente interview. Il a affirmé que la Chine ne cherchait pas à contrôler Taïwan pour des raisons d'intégrité territoriale. Il se demandait pourquoi Pékin n'a pas soulevé la question du traité d'Egun avec la Russie, car en utilisant la même logique, la revendication territoriale de la Chine sur Taïwan serait similaire à une revendication contre la Russie. Cependant, la Chine a démontré une volonté d'utiliser plusieurs outils pour atteindre ses objectifs de politique étrangère. Elle se sent plus confiante pour intimider Taïwan. Avec la Russie, les choses doivent être un peu plus subtiles. La Chine a soulevé la question des territoires perdus récemment. Elle et l'Union des républiques socialistes soviétiques ont eu un conflit sur ces terres en 1969. La Chine a perdu la guerre frontalière et n'est revenue aux négociations qu'en 1991. Ces négociations se sont poursuivies dans les années 90 et 2000, alors que la Chine et la Russie ont commencé à améliorer leurs relations, en réponse à l'émergence des États-Unis en tant que soi-disant hyperpuissance mondiale. La Chine et la Russie se sont accordées sur la création d'un ordre mondial multipolaire, mais devaient d'abord résoudre leurs différends frontaliers pour coopérer sur cet objectif. Heureusement pour Pékin et Moscou, un accord de 2008 était censé avoir officiellement délimité la frontière entre les deux pays. Les frontières entre la Russie et la Chine ont subi des ajustements mineurs, mais n'ont pas connu de changements majeurs. Bien que potentiellement bénéfiques pour les deux gouvernements, de nombreux Chinois s'opposent toujours, voulant récupérer les terres perdues. Cela a été le plus notable en 2020, quand l'ambassade russe en Chine a fêté la fondation de Vladivostok. Les internautes chinois ont vite exprimé leur indignation, se rappelant l'histoire célébrée par l'ambassade russe. Pékin a écouté les préoccupations revanchistes de son peuple concernant l'extrême-orient russe, du moins en partie. Récemment, les cartographes chinois ont subtilement remis en question les frontières territoriales. En 2023, une carte publiée par le ministère des Ressources naturelles à Pékin a soulevé des questions.
Vladivostok était appelé par son ancien nom chinois. D'autres endroits de l'extrême-orient russe actuel portaient aussi des noms chinois. Officiellement, ces cartes doivent refléter avec précision l'étendue du territoire chinois. Ainsi, les îles contestées en mer de Chine méridionale sont également appelées territoires chinois, tout comme Taïwan. Le message était simple, ces terres étaient chinoises et faisaient partie du territoire chinois. Bien que ce ne soit qu'une carte, la reconquête de ces terres perdues serait tout à fait conforme aux objectifs d'un revanchiste historique comme Xi Jinping. La stratégie de salami de la Chine inclut depuis longtemps ces tactiques. La publication de la nouvelle carte est intervenue au moment où la Russie était affaiblie et de plus en plus dépendante de son partenaire senior stratégique. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles la Chine jetterait des regards envieux sur son ancien territoire. La Chine est un pays relativement pauvre en ressources. Cette pénurie de ressources a été exacerbée par des décennies de mauvaise gestion communiste. En Chine, même l'eau pose problème. Demande croissante face aux pénuries, diminution du volume du Yangtze et pollution. En raison de sa pénurie de ressources, la Chine doit importer une grande partie de ce dont elle a besoin, et beaucoup de ces importations passent par des points de strangulation maritime que la marine et l'armée de l'air des États-Unis peuvent en bloquer. Cependant, la Sibérie regorge des ressources naturelles nécessaires. Il y a là-bas 220 millions d'hectares de terres arables qui n'ont pas encore été exploitées. La Chine, en comparaison, est relativement dépourvue. Elle ne dispose que de 7% des terres arables mondiales pour nourrir sa population énorme, et une grande partie de ces terres arables a été dégradée en raison d'une mauvaise gestion. Le potentiel agricole de l'extrême-orient russe est naturellement attrayant. Mais ce n'est pas seulement la terre. Les terres de l'extrême-orient russe que la Chine contrôlait autrefois présentent de nombreux autres attraits. Il y a des métaux précieux comme l'or et l'argent, des minéraux importants comme le zinc et le minerai de fer, du bois, des hydrocarbures et d'autres ressources alimentaires comme le poisson. Et tout cela est au-delà de la portée de l'armée américaine. La Chine a exploité ses ressources, avec la Russie, mais pas toujours autant qu'il l'aurait souhaité. Par exemple, les entreprises chinoises espèrent utiliser l'eau du lac Baïkal, qui contient environ 20% de l'eau douce non gelée du monde. En 2019, les Chinois voulaient construire une usine d'embouteillage pour exploiter cette eau, provoquant d'importantes manifestations. Les habitants ont accusé les Chinois de vouloir expédier l'eau en Chine pour les priver de l'accès au lac. Un tribunal russe a ensuite arrêté le projet. 2 ans plus tard, les urbanistes chinois espéraient d'y construire un pipeline du lac Baïkal à la ville de Lanzhou dans une région aride de Chine. Ce projet n'a également jamais vu le jour. La controverse autour des investissements au lac Baïkal donne le premier indice d'un éventuel conflit sur ces terres de l'extrême-orient. Les Russes locaux n'appréciaient souvent pas la présence chinoise croissante dans la région. Aucun des plans du lac Baïkal n'a abouti, en grande partie à cause de cette méfiance. Cependant, la Chine a un avantage dans le grand jeu des ressources de la région, sa démographie. La population de la Russie passera de son total actuel d'environ 145 millions à environ 135 millions d'ici 2050. Mais cette tendance frappera plus durement l'extrême-orient russe. Cette région a toujours été peu peuplée, et la chute de l'Union soviétique l'a rendue encore plus clairsemée, alors que les habitants migraient vers l'ouest, vers le cœur européen de la Russie, en quête de meilleures opportunités. D'ici 2050, il pourrait n'y avoir que 5 millions de ressortissants russes vivant dans ces territoires éloignés. De l'autre côté de la rivière, il y a 120 millions de Chinois. Cela a provoqué des cauchemars du côté russe de hordes de Chinois qui s'installent et acquièrent les territoires par une énorme vague de migration de masse. Ces craintes sont en partie liées à des préjugés ethniques. Les Russes de la région voient généralement leurs homologues chinois avec suspicion. Les couples internationaux sont rares. Les craintes d'une mainmise démographique chinoise sur l'extrême-orient russe se sont révélées infondées jusqu'à présent. En 2019, il y avait environ 70 000 ressortissants chinois vivant dans l'extrême-orient russe. Ce total a diminué depuis le pic d'environ 200 000 dans les années 90. Cependant, les Chinois sont devenus un acteur majeur de l'économie de l'extrême-orient russe, avec l'appui de Pékin. Les propriétaires russes ont déjà loué de grandes surfaces agricoles à des Chinois. Plus de 100 000 hectares ont été loués pour des baux de 50 ans. Ces plantations cultivent du soja qui est ensuite expédié vers le sud. Les ressortissants chinois qui travaillent pour les agriculteurs russes dans la région sont également un moyen bienvenu pour eux de compenser la pénurie de main-d'œuvre locale. Les ressortissants chinois travaillent également souvent dans l'industrie du bois et d'autres entreprises russes. Pour ces travailleurs chinois, c'est un départ bienvenu comparé au manque d'opportunités dans leurs terres natales rurales et arides. Moscou est conscient de la méfiance innée. Elle a progressé en tentant de réglementer fortement l'immigration des Chinois vers l'extrême-orient russe pour répondre aux inquiétudes locales. L'une des nouvelles exigences
et que ces travailleurs étrangers doivent passer un test de compétences en langue russe avant d'obtenir légalement un visa temporaire. Cependant, les entreprises russes ignorent souvent la loi avec la complicité des autorités locales. La pénurie de main-d'œuvre locale signifie que les Chinois sont la seule source pratique pour effectuer le travail requis par les entreprises russes. Avec les ressortissants russes qui partent pour l'Ouest ou qui ne veulent pas faire le travail, ces entreprises ont l'impression de n'avoir pas d'autre choix. Pour la Russie, réduire la perte de population en Sibérie est essentiel pour éviter de dépendre de la main-d'œuvre et du capital chinois. La Russie a tenté d'aider les habitants de l'Extrême-Orient avec le nouveau ministère de l'Extrême-Orient. Ce ministère a été créé en 2011 avec de grands espoirs, mais il a gaspillé ses ressources sur des projets douteux, comme un pont reliant Vladivostok à l'île Rouski. Ce projet de 1 milliard et 100 millions a abouti au plus grand pont suspendu du monde. C'est une sorte de merveille locale. Il y a juste un problème cependant. C'est un pont vers nulle part, et cela n'apporte pas grand-chose aux habitants locaux qui sont sous pression. Pourquoi a-t-on autorisé un tel gouffre financier ? Le gouvernement russe, principalement focalisé sur l'enrichissement de ses membres, manque de vision à long terme. Sans surprise, beaucoup des fonds alloués au développement régional n'arrivent pas du tout en Extrême-Orient. L'argent reste dans les poches des dirigeants du ministère. Mais si ce manque de soutien pour l'Extrême-Orient était plutôt une caractéristique qu'un bug, le réseau routier russe est aussi en mauvais état. C'est un héritage de son expansion impériale. La route relie Vladivostok à Moscou, mais pas les régions de l'Extrême-Orient entre elles. C'était une méthode conçue pour maintenir la population de la Sibérie soumise, et elle n'a toujours pas changé. Durant l'ère soviétique, les autorités encouragèrent les gens à s'installer en Extrême-Orient. Mais ces programmes ont cessé, et sans autre soutien, il n'est pas surprenant que beaucoup soient pendiers partis. Les entreprises locales restantes doivent souvent entretenir leurs propres routes pour accéder à leurs locaux. De nombreuses entreprises restantes, surtout dans l'industrie du bois, font partie du réseau de raquettes de Poutine, réduisant leur compétitivité. En revanche, les Chinois ont investi systématiquement dans leurs régions frontalières, réduisant considérablement la pauvreté et augmentant sa connectivité. Une partie de cette connectivité est transnationale. Par exemple, le réseau téléphonique de la Chine s'étend au nord de la rivière Amour. Il existe de nombreuses connexions physiques entre la Chine et l'extrême-orient russe, et d'autres sont à venir. Il y a une ligne de train à grande vitesse qui va jusqu'à Pékin. Cette ligne n'a pas reçu l'approbation de Moscou, mais elle attend néanmoins une extension dans la région. La Chine a également un avantage sur les marchés financiers internationaux. En raison des sanctions, le financement russe dans l'extrême-orient s'accompagne souvent de taux d'intérêt de plus de 25%. Les financiers chinois peuvent prêter de l'argent à des taux d'intérêt d'environ 5%. Naturellement, les entreprises russes sont plus attirées par l'argent chinois. Il existe même un forum dédié aux entreprises russes en Sibérie à la recherche d'investissements chinois. Il se tient à Khabarovsk, une ville d'environ 643 000 personnes, située à 30 miles au nord de la frontière. Des ressortissants chinois fortunés viennent là-bas, inspectent les entreprises russes et décident ou non de prêter de l'argent. Ces travailleurs chinois dans l'extrême-orient russe sont actuellement là avec des visas de visiteurs, mais rien ne garantit que ce statut temporaire perdurera. La Russie n'a pas su gérer les problèmes de migration et d'emploi au sein de sa population dans la région. Les promoteurs immobiliers chinois construisent plus d'appartements dans l'extrême-orient russe, anticipant l'arrivée de leurs compatriotes qui viendront y travailler à long terme. Avec l'essor du commerce russo-chinois, de plus en plus d'étudiants chinois se mettent à l'apprentissage du russe, notamment dans les universités russes. Une nouvelle élite se forme, basée sur l'hypothèse d'une plus grande interconnectivité entre l'économie chinoise et l'extrême-orient russe. Et il y a des poches d'influence chinoise plus profondes. Dans la région autonome juive de l'extrême-orient russe, il y a une mine de fer, construite, financée et gérée exclusivement par des ressortissants chinois qui y résident en permanence. Cette mine apparaît presque comme une entité autonome. Il y a peu de régulation de la part des autorités russes. La mine attend une connexion avec le réseau ferroviaire chinois de la région. Une telle connexion se fera lorsque le premier pont reliant les côtés russes et chinois de la rivière Amour sera terminé. Les coûts continus de la guerre en Ukraine signifient que le pouvoir géopolitique relatif de la Russie par rapport à la Chine s'affaiblira. Cela signifie que la Chine sera en mesure d'obtenir de plus en plus de concessions de la Russie, et nous avons déjà vu un exemple majeur. En juin 2023, la Chine a obtenu l'autorisation d'utiliser Vladivostok comme point de transit pour ses flux commerciaux domestiques sans payer de droits de douane à la Russie. La Russie souhaitait des investissements japonais et sud-coréens pour stimuler Vladivostok, mais la guerre a rendu ces partenariats impossibles. La Russie doit désormais se tourner vers la Chine pour l'avenir économique de Vladivostok. Les utilisateurs des réseaux sociaux chinois ont remarqué le symbolisme.
C'était la première fois que la Chine avait accès au port en 163 ans. La Russie a jugé ne plus pouvoir exclure les Chinois. Est-ce un signe de ce qui va venir ? La perspective que la Chine crée une politique systématique d'intrusion dans l'extrême-orient russe est plus lointaine. Pour l'instant, prendre Taïwan et briser le confinement de la première chaîne d'îles occupe la première place dans les priorités de la politique étrangère de Pékin. L'objectif de Taïwan n'est pas seulement une question de prestige, mais une tentative de sécuriser le commerce maritime du pays qui est encore beaucoup plus volumineux. On rapporte également que Xi est personnellement proche de Poutine, et cette proximité a joué un rôle majeur dans le renforcement du partenariat stratégique. Cette relation personnelle peut impliquer que les efforts pour récupérer les territoires perdus ne se matérialiseront pas. La Chine semble satisfaite de sa présence économique croissante là-bas. Cependant, rien ne garantit que cette situation perdurera. Xi a peut-être l'intention de rester l'empereur de facto de la Chine à vie, mais il finira par perdre le pouvoir. Un futur dirigeant chinois pourrait même être plus revanchard que Xi. Et si les vieux problèmes de la dynastie Qing ressurgissent alors ? En plus de réintégrer Taïwan dans le continent, l'autre priorité de la Chine a été la reconstitution de l'ancien réseau, de la route de la soie, qui a établi sa place centrale dans la balance commerciale mondiale. Ce réseau a été perturbé et dissous après la découverte des Amériques par les Européens et le début des voyages en voile direct vers l'Asie. Ainsi, le pouvoir économique s'est déplacé vers l'ouest. La Chine a cherché à ramener ce pouvoir à l'est, mais son initiative La Ceinture et la Route a rencontré de nombreux problèmes. Outre la dette insoutenable, l'un de ces problèmes est qu'il y a tout simplement trop d'acteurs le long de la route de l'Asie à l'Europe, et les nombreux territoires qu'elle doit traverser ne peuvent être protégés des terroristes, sans parler de l'armée américaine. Toutefois, la route entre l'extrême-orient russe et l'Europe ne concerne qu'un seul acteur. Avec les échecs croissants des projets de la Ceinture et de la route le long de l'ancienne route de la soie, menaçant l'économie chinoise, la Chine sera plus pressée de trouver des alternatives. Les territoires perdus dans l'extrême-orient russe actuel pourraient s'avérer plus tentants. La concession russe à la Chine à Vladivostok pourrait être suivie par d'autres. La Chine pourrait ne pas viser une réincorporation de Hong Kong semblable à celle de Taïwan. Cependant, la hausse des échanges avec la Chine et la dépendance de la région envers la main-d'œuvre et les investissements chinois impliquent que Pékin aura une influence grandissante sur ces anciens territoires. Ne soyez pas surpris si un jour, peut-être après le départ de Xi du pouvoir, la Chine affirme la nécessité de protéger ses citoyens, dans l'extrême-orient russe, contre le traitement préjudiciable de certaines autorités locales et habitants. En envahissant l'Ukraine, la Russie s'est coupée de l'Ouest. Cela convenait à Poutine, car il voulait présenter un front uni avec la Chine contre l'Ouest. Mais quand on manque d'options, notre position de négociation devient plus faible. Et quand vous avez quelque chose qu'un ancien ennemi veut toujours, vous devez être prudent lorsque vous essayez de faire de cet ennemi un ami. Comment pensez-vous que sera l'avenir de l'extrême-orient russe ? La Russie aura-t-elle des difficultés à conserver son quasi-désert face à une population chinoise beaucoup plus importante qui semble prête et désireuse d'exploiter les opportunités que ces vastes ressources ont à offrir ? Faites-nous part de vos commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses militaires par des experts. Allez maintenant vérifier pourquoi la Russie et la Chine seront en guerre cette année, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.